Les théories non seulement ne doivent pas s'isoler de la réalité, mais doivent chercher en elles les leviers qui leur sont parfois nécessaires, quand elles se retrouvent dans une impasse conceptuelle. Les théories rondes, complètes, achevées, cohérentes sont parfaites pour présenter un examen professionnel ou remporter un prix, mais généralement elles sont réduites en miettes au premier coup de vent de la réalité. Cette citation du sous-commandant Marcos, porte-parole de l'armée zapatiste jusqu'en mai 2014, indique le peu de cas que le mouvement fait des idéologies, sachant ce qu'elles valent quand elles sont confrontées à la réalité. Si dans les premiers temps, les militants du mouvement zapatiste étaient inspirés du marxisme-léninisme, l'indianisation du mouvement a vite déconstruit les certitudes et les dogmes initiaux ont été mis à mal par l'expérience révolutionnaire. Jérôme Bachet, historien français vivant au Chiapas, évoque l'expression zapatiste Caminar preguntando, qui signifie avancer en posant des questions. Il s'agit pour le mouvement de préférer la souplesse de la question à la rigidité du dogme. Autrement dit, les militants ont abandonné l'idée qu'il fallait suivre une ligne idéologique pour conduire les peuples vers le bonheur. Comme le dit Jérôme Bachet, il faut avancer sans certitude et sans garantie. C'est la force des questions qui se posent à chaque pas qui permet d'ouvrir un chemin qui n'est pas tracé d'avance. Les deux questions qui motivent notre voyage au Chiapas sont les suivantes. Un peuple peut-il se gouverner par lui-même? Si oui, comment? Nous luttons pour le travail, la terre, un toit, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'indépendance, la liberté, la démocratie, la justice et la paix. Nous ne cesserons pas de nous battre avant d'avoir obtenu satisfaction et former un gouvernement libre et démocratique pour notre pays. Ce sont les termes de la première déclaration de la forêt de Lacandon le 1er janvier de 1994. Les zapatistes savaient qu'ils accéderaient à ces revendications sans l'État fédéral mexicain. C'est pourquoi ils décidèrent par les armes contre l'État, puis par la négociation avec l'État, puis par l'indifférence à l'égard de l'État, de déclarer leur indépendance et de mettre en œuvre un autogouvernement. L'autonomie concerne une région d'environ 35 000 km² qui compte, selon Bernard Duterne, auteur de Zapatisme, la rébellion qui dure, chez Alternative Sud, environ 100 000 à 250 000 militants et soutiens à la rébellion. Le capitalisme ne va pas s'arrêter. Ce qui s'annonce est une grande tempête. Ici, on s'y prépare en faisant sans lui, déclarait un militant zapatiste. L'autonomie permet aux populations de tenter de se gouverner par elles-mêmes. Il n'y a aucun pouvoir vertical, donc aucune hiérarchie, mais une organisation horizontale qui rend l'État inutile et remet l'économie à sa place. Dès qu'on entre sur un territoire zapatiste, on peut lire sur des panneaux « Le peuple dirige et le gouvernement obéit ». Les décisions sont prises collectivement sur 3 échelles géographiques, évitant ainsi l'agrégation hiérarchique de niveaux comme nous les connaissons en France par exemple. Première échelle, les villages qui ont leur tradition de palabres et de prise de décision collective. Deuxième échelle, les communes autonomes qui sont au nombre de 27. Une commune peut englober plusieurs dizaines de villages. Troisième échelle, les conseils de bon gouvernement au nombre de 5 qui coordonnent les communes. Nous verrons la prochaine fois le fonctionnement de cette organisation et plus généralement le type de démocratie expérimentée dans ces territoires. À bientôt.